Bonjour à tous. Oh. J'aime bien parler dans un micro quand ça résonne. Bienvenue, merci d'assister à cette présentation avec un titre vendeur. Ma carte de Wardley me dit de ne pas faire de Kubernetes, que dit la vôtre. Pendant ce moment que nous allons passer ensemble, je vais vous présenter les systèmes de cartes de Wardley. Le but de cette présentation, c'est de comprendre un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert. Et moi, je suis content si à la fin, vous vous dites, là, c'est un truc que je dois regarder dans le détail, et peut-être même que je vais essayer de faire. J'ai essayé d'innover un peu, donc j'ai des slides sur lesquels je vais écrire, mais comme c'est de la technique et comme c'est nouveau, il y a quand même une chance sur deux que ça plante en plein milieu. Mais c'est pas grave. Donc moi, je suis Olivier Vulvéric, je suis consultant chez Octo Technologies, j'y suis depuis 6 ans. Et quand je suis rentré chez Octo Technologies il y a 6 ans, j'étais vraiment décidé, et mon but, c'était de construire une offre SRE. C'était de construire une offre SRE, pourquoi ? Parce que j'y croyais à mort, parce que le DevOps battait son plein. Et puis, j'ai vu des conférences, et il y a Google qui a sorti ce livre, que les gens de Sens m'ont gentiment prêté. Il est à gagner, j'aurais promis que je ferais un peu leur pub parce qu'ils me prêtent le bouquin. Il y avait Google qui a sorti ce livre qui parlait du SRE. J'ai vu une conf d'autres conférences qui parlaient de ça. J'ai dit, ouais, mais c'est génial, c'est une implémentation de DevOps, c'est l'avenir. On va monter une offre SRE, j'arrive chez Octo. Voilà, formidable, on est en 2017, je vais monter une offre SRE. Et vous savez quoi ? Fail. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi pour plein de raisons. Alors, les compétences, je vais les mettre à part. Forcément, j'en manquais à un moment de diverses choses. Et il y avait un problème qui me manquait, un problème que j'avais, c'était que je n'avais pas pris en compte le contexte de l'époque. On est en 2017. Aujourd'hui, je vous dis, on va monter une offre SRE. Faites le tour des stands. Vous dites, oui, formidable, ça va se vendre, ça va marcher. Dans le contexte de l'époque, ça ne marchait pas. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Globalement, j'étais perdu. J'étais devant mon ordinateur. Pourtant, c'était clair. Vous êtes ici. J'étais perdu et j'étais là. Pourtant, j'étais ici. J'étais dans le grand Internet mondial. J'étais allé sur perdu.com et j'ai vu hier, j'ai voulu faire le truc. Le nom de domaine existe encore, mais il n'y a plus le truc perdu sur Internet. Vous êtes ici. Donc, j'étais là. J'étais devant mon ordinateur. J'étais perdu et je ne savais pas quoi faire. Alors, ce que je faisais, je faisais comme vous, comme les cool kids. J'écumais les conférences à la recherche de l'inspiration. Donc il y avait la keynote de Sébastien ce matin, et moi j'étais là dans les conférences, en disant c'est quoi le prochain truc, c'est quoi l'avenir du cloud, j'écumais les conférences, etc. Et là je me retrouve dans cette conférence-là avec la photo que j'ai extraite de YouTube, j'étais vraiment dans cette conférence-là, il se trouve que j'étais ici là, hop, en bas ici. Et c'est une conférence, c'est au Config Management Camp à Gand, et lui, ici, ce personnage-là, c'est Marc Burgess. Marc Burgess, c'est un ancien physicien qui s'est reconverti dans l'informatique et il a écrit CF Engine, que certains connaissent, les plus vieux. Oui. Il ne fallait pas lever la main, Christophe, c'est pas maintenant qu'on lève la main. Donc CF Engine, il a écrit la théorie des promesses, il a écrit des livres et globalement c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Il a quand même prouvé qu'il savait faire des choses, il a prouvé qu'il savait gérer des trucs à l'échelle et dans cette présentation, dans ce Config Management Camp, il nous présente cette slide-là. Alors, on ne voit pas bien parce que c'est noir et blanc, parce que bon... Et il nous présente cette slide-là, il nous dit ça, c'est une carte de Simon Wardley. Simon Wardley, vous l'avez peut-être suivi, il est assez prolifique sur Twitter, et il a un système que je trouve vraiment intéressant pour représenter et discuter de la technologie. Et ça, c'est mon ordinateur. Voilà. Système que je trouve vraiment intéressant pour... Regardez la technologie. Donc moi, Marc Burgess, c'était un de mes héros. Je trouve sympa, il a fait de la physique, tout ça. Et donc du coup, je rentre chez moi. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Qui est Simon Wardley. Et donc Simon Wardley, je tape ça sur Internet. Et il se trouve qu'il a fait des livres en Creative Commons. Il a écrit un livre et il a un système de cartes qui s'appelle les cartes de Wardley parce qu'il est comme beaucoup de monde, il ne sait pas donner de nom aux choses. Donc il a un système de cartes qu'il a appelé comme lui les cartes de Wardley. Et donc, je me lance dans la lecture des cartes de Wardley. Et Simon Wardley, je regarde,
me lance dans la lecture du livre, je regarde les vidéos et Simon Warley il dit bah tiens, alors moi j'ai inventé le système de cartes de Warley parce que j'étais perdu, que je voulais comprendre la situation, je voulais prendre des décisions stratégiques et la stratégie c'est vraiment important parce que là vous vous dites mais pourquoi je suis arrivé là, de quoi il me parle, mais en fait des décisions on en prend tous, des décisions stratégiques on doit tous en prendre. Alors il y a nos patrons qui en prennent pour nous et après nous on doit tous en prendre. Est-ce que je dois investir dans telle technologie, est-ce que je dois apprendre Kubernetes, est-ce que je dois faire du SRE, est-ce que c'est le bon moment, comment je vais survivre? Et donc Simon Warley il fait de la stratégie, moi je m'identifie, je dis ah bah, si lui il fait de la stratégie, il a son système, moi je fais de l'informatique, les frameworks, les cadres, les modèles ça m'intéresse donc je vais apprendre ça. Et donc Simon Warley, il raconte, il se dit, bah moi, pour trouver cette notion de carte de Warley, c'est quelque chose que j'ai inventé. Je suis remonté très loin dans cette idée de stratégie. Je suis allé chercher dans l'Antiquité. Est-ce que vous savez qui est ce que représente ce personnage? Qui représente ce personnage? Oh merci, c'est gentil. C'est Sun Tzu. Sun Tzu, il a écrit L'art de la guerre. Donc c'est le premier vrai grand stratège. Et Simon Warley, il s'est dit, tiens, je vais commencer à regarder la stratégie par Sun Tzu. Je vais regarder comment il agit, ses écrits, et est-ce que je peux décliner cette notion de stratégie dans le business, dans mon métier. Bon, c'était intéressant. Du coup, ce qu'il se dit, il écrit dans ses premiers écrits, il se dit, bah, moi je suis perdu, donc je vais essayer de comprendre comment les systèmes fonctionnent. Et là, il se dit, bah, tiens, les stratégies, c'est des choses qu'on a dans la guerre, c'est des choses qu'on a dans les jeux. Est-ce qu'il y a des joueurs d'échecs ici? Oui. Je ne dis pas des bons joueurs, des joueurs d'échecs. Dans les joueurs d'échecs, dans le jeu d'échecs, on a un premier pourquoi. On a un premier pourquoi qui est le but, qui est de capturer le but adverse. C'est ce qu'on appelle le why of purpose. C'est notre but. Le but, c'est le jeu. On veut capturer le roi adverse. C'est notre objectif. Et après, quand on joue aux échecs, tous les coups qu'on fait, c'est pas juste pour capturer le roi, parce que sinon, on aurait gagné dès le début. Il y a des fois, on bouge son fou pour aller protéger sa reine. On veut juste faire ce mouvement-là. Pourquoi tu bouges ton fou? Pour aller protéger la reine. Oui, mais c'est pour capturer le roi. Oui, mais là, c'est mon why of movement. Et donc Simon Warley, il a une première révélation en lisant les écrits de Sun Tzu. Il se dit, ah oui, il y a deux pourquoi. Si vous avez vu Simon Sinek, Start with Why, etc., le mec, il est devenu riche en disant, il faut quand même réfléchir à pourquoi on fait les choses. Il est quand même plus fort que nous. Donc, il y a en effet pourquoi on fait les choses, et il y a deux pourquoi. Il y a le why of purpose, capturer le roi adverse, et le why of movement. Pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel ou tel coup? Dans mon cas particulier, je suis prestataire de service. Le why of purpose, j'aime l'informatique, mais bon, je veux quand même pouvoir vendre mes compétences pour gagner des sous. Le why of movement, c'est est-ce que je vais apprendre Kubernetes, c'est quoi la technologie demain, dans quoi j'investis. Je reviens à Simon Warley, il a son why of purpose et son why of movement, et il regarde les écrits de Sun Tzu et se dit, bon alors ici, c'est le jeu. Drôle de façon de faire le A. Sun Tzu se dit, quand je vais à la guerre, mes mouvements, pour voir mon armée, il faut que je comprenne le paysage. Puis, une fois que j'ai compris le paysage, il faut que je comprenne le climat. Le climat, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la pluie va tomber, la rivière va monter et je ne peux plus passer par là. Après, il faut que je comprenne la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des croyances et des principes universels auxquels croient les gens. Donc il va se dire, s'ils croient en tel Dieu ou s'ils ont telle croyance par rapport au système, il faut que je le connaisse parce que ça va influencer mon système. Et à la fin, il a une notion de leadership parce que c'est bien d'avoir tout ça. Une notion de leadership, c'est bien d'avoir tout ça. On a le paysage, on a le climat, la doctrine, le leadership, et hop, on y va, et hop, on va capturer le roi adverse. Ça, cette notion-là, de stratégie, on la retrouve ailleurs, en dehors de chez Sun Tzu. On la retrouve dans les stratégies militaires américaines, notamment chez John Boyd, qui a un système, une boucle, qu'on appelle l'OODA, Observe, Oriente, Decide, and Act. Ça vous change un peu du plan do check act de Deming. Donc ça, c'est la boucle OODA. Et Simon Warley se dit, OK, la boucle OODA,
la notion de Sun Tzu, est-ce qu'on peut tout mettre ensemble? Et globalement, bah oui, on peut tout mettre ensemble. Et voici sa boucle. Alors pardon, il me manque un truc ici, voilà. Parce que, voilà. Ici, on voit, on a le paysage, le climat, donc c'est cette phase d'observation. L'orientation avec les doctrines, il faut qu'on connaisse les croyances. Les gens, ils ont envie de faire du Kubernetes. Les gens, ils ont envie de faire du DevOps. Ils ont envie de faire de l'agilité. Alors, c'est des méthodes qui fonctionnent, mais c'est les doctrines. Après, on décide et on agit pour gagner notre game. Ça, c'est le cycle stratégique de Simon Wardley. Et donc, une fois qu'il s'est dit ça, il s'est dit, il y a quand même un élément central dans tout ça. La base, c'est ici la notion de paysage. Donc, pour prendre une décision stratégique, pour aller combattre, pour savoir où on va, il faut quand même savoir d'où on part, il faut comprendre notre paysage. Et c'est la base. Si je reprends mon exemple, pour comprendre notre paysage, pour s'orienter, de quoi avons-nous besoin? Qu'utilisons-nous, nous, humains? C'est dans le titre. Des cartes. On utilise des cartes. Et donc, Simon Wardley se dit, il me faudrait une carte pour essayer de représenter mon paysage informatique. Et donc, il s'est dit, on va faire la notion d'une carte. Et donc, qu'est-ce qu'une carte? Je reprends mon exemple de tout à l'heure, où je mettais, vous êtes ici. Pourquoi c'est ridicule? Parce que, avec ça, ça ne me sert à rien, vous êtes ici. Une carte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui représente une carte? Déjà, je vais commencer à mettre un repère dans une carte géographique. Je vais mettre le nord. Ça va déjà permettre de m'orienter un petit peu. Et donc, Simon Wardley se dit, tiens, mon système de cartes, il va me falloir une notion de repère pour pouvoir m'orienter. Mais dans une carte, il n'y a pas que le repère. Il y a également la cohérence de mouvement. Et donc, la cohérence de mouvement, c'est quoi? Si je refais mon « vous êtes ici », voilà, le nord. La cohérence qu'on appelle la cohérence, la consistance de mouvement, c'est le fait de représenter sur une carte un mouvement qui va être cohérent avec ce qu'on voit dans le monde extérieur. Je vous explique. Vous êtes ici. Ici, je mets Lille. Ici, je mets Paris. Là, vous voyez la cohérence de mouvement. Je suis entre Lille et Paris. Pourquoi? Parce que je sais que dans ma cohérence de mouvement, je suis à équidistance. Si je fais un mouvement égal, je vais passer de Lille à Paris. Si je change ici mon point, hop, dans la cohérence de mouvement, vous voyez que je suis plutôt en banlieue parisienne. Donc ça, c'est la notion de cohérence de mouvement. Et cet ensemble de orientation, de repères par rapport dont on a besoin et de consistance de mouvement, ce sont les éléments fondamentaux qui nous permettent de construire une carte. Donc une carte, c'est une représentation imparfaite d'un système en 2 dimensions qui a un repère et qui nous permet d'avoir de la consistance de mouvement. Et donc une carte de Wardley, il y a ces 2 outils. Un système de repères et un système de consistance de mouvement. Et là, je vais vous expliquer chaque outil. Le premier outil, c'est la chaîne de valeur. C'est celui qui va nous permettre de nous orienter par rapport à un repère. Et qu'est-ce qu'est le repère dans nos métiers? En général, c'est l'utilisateur et son besoin. On fait de l'informatique, normalement à peu près tous ici, je pense. Et quand on fait quelque chose, une application, même une application de bas niveau, c'est pour répondre à un besoin d'un utilisateur. Et donc, ça va être notre repère et la chaîne de valeur. On va placer notre utilisateur en haut. Pardon d'écrire user, mais ça va plus vite qu'utilisateur. Ici, il a un besoin. Pardon pour le franglais. Et puis ici, dans sa chaîne de valeur, on va décliner l'ensemble des composants qui sont nécessaires à remplir le besoin. Donc le besoin, on peut avoir par exemple une application. Ici, on peut avoir besoin d'un langage de développement. Et puis ici, on va besoin d'avoir d'un hébergement. Un besoin d'avoir un hébergement. Et donc ça, c'est notre chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dire, jusqu'à l'ouest, rien de nouveau. Comment ça fonctionne? Comment je m'oriente? C'est juste un graphe. Non, ce n'est pas juste un graphe. Parce que c'est une chaîne de valeur qui se base sur la visibilité. Imaginez ça comme, plus on est loin en termes de saut, moins c'est visible, et du coup, moins ça a de valeur. Prenez, je suis un utilisateur, j'ai besoin d'une application, je suis un utilisateur lambda. J'ai besoin d'une application. Imaginez, je regarde dans une jumelle. Le besoin, je le vois très bien. Et puis après, quand je veux regarder l'application, elle est plus loin, je la vois moins bien. Le langage, je le vois encore moins bien. Moi, demander à mes enfants qui utilisent une application, le langage de développement, ils ne savent pas ce que c'est, et l'hébergement, encore moins. Parce que c'est très loin, donc ça a moins de valeur.
Donc c'est la chaîne de valeur. Pourquoi? Et c'est vraiment les sauts qui sont importants dans une chaîne de valeur. Parce que par exemple, si je veux faire remonter l'hébergement, si je veux faire remonter l'hébergement, qu'est-ce que je vais faire? Je veux qu'il soit plus visible de mes utilisateurs. Je vais rajouter une dépendance ici. Et du coup, j'ai plus que 2 sauts, et là, du coup, mon hébergement, il regagne en visibilité, et donc il regagne de la valeur. Si je mets, par exemple, j'ai besoin d'élasticité ici, voilà, je ne sais pas pour quelle raison il a besoin d'élasticité, d'un coup, mon hébergement, mon Kubernetes, le fait d'orchestrer des pods, ça gagne plein de valeur, parce que ça devient vachement plus visible, parce que ça répond à un besoin plus haut. Donc ça, c'est le premier axe. C'est ce qui nous permet d'avoir un repère. Le repère, c'est l'utilisateur, et donc c'est l'axe vertical. Plus on est bas, moins on est visible, moins on a de valeur. Le deuxième axe, c'est la consistance de mouvement. Je regarde l'heure parce que sinon je suis bavard. Oula. Voilà. Tout ça pour une diapo vide. C'est la consistance de mouvement. Et alors là, c'est le sujet le plus intéressant de la théorie de Simon Worley. Parce qu'une chaîne de valeur, si vous avez fait un peu d'agilité, vous avez traîné avec des coachs, etc., ils vous ont tous parlé de chaîne de valeur d'un côté, de l'autre, etc. La cohérence de mouvement, c'est vraiment celle qui est importante parce que le mouvement, ça représente, c'est l'évolution. Et là, globalement, je vous ai donné une chaîne de valeur. Votre composant, il ne va pas gagner de valeur sur sa chaîne de valeur. Il ne va pas monter, sauf si on lui donne un nouveau besoin qui apparaît, il gagne de la valeur. Mais sinon, tout seul sur sa chaîne de valeur, il ne va pas franchir les étapes pour dire d'un coup, le langage, il a plein de valeur. Non, non. Notre composant, il ne gagne pas de valeur. Par contre, notre composant, il évolue. Il évolue dans le temps. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer de représenter son évolution dans le temps pour pouvoir comparer les choses? Eh bien, là, alors, notre carte, on a l'axe vertical, et donc sur l'axe horizontal, on va essayer de donner la consistance de mouvement. Et donc, c'est important parce qu'on n'est pas dans une carte géographique. T'es perdu, Antoine? Ouais. D'accord. On a ça, donc je vais aller plus vite là-dessus, comme ça je vais rentrer dans le concret. On va donner la cohérence de mouvement. La cohérence de mouvement, comment est-ce que Simon Worley l'a trouvée? Hop. Bon, décidément, je ne sais pas me servir de mon matériel. Comment est-ce qu'il l'a trouvé? Il s'est dit, tiens, comment est-ce que je peux analyser l'évolution d'une pratique, l'évolution d'une activité, l'évolution d'un langage, d'un composant quelconque? Il s'est dit, tiens, il faut que je trouve une analogie. Il connaissait la courbe de diffusion de l'innovation de Roger. Il se dit, tiens, la courbe de diffusion de l'innovation, tout élément se diffuse en passant d'une courbe de early adopters à une early majority, late majority, les laggards, etc. Il connaissait ça, il s'est dit, tiens, il y a une notion d'ubiquité, c'est-à-dire de présence sur le marché. Donc vous prenez un composant, au bout d'un moment, plus il évolue, plus il est présent. Prenez les smartphones, l'exemple des smartphones. Il n'y en a pas beaucoup, et puis ça évolue, et puis il y a les early adopters, et puis il y a la early majority, etc. Et puis après, tout le monde a un smartphone. C'est l'ubiquité. Et après, ici, il y a une autre notion qui est la certitude. Si vous lancez... Donc ça, l'ubiquité, on l'a sur l'offre. Sur la demande, pardon. Donc l'ubiquité, plus il y a de demandes, plus on a de trucs sur le marché, à la fin, tout le monde en veut un, et tout le monde en a un, et pouf. La certitude, c'est l'offre. Est-ce qu'on est sûr que ça va marcher? Vous lancez un premier smartphone comme Steve Jobs, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Vous lancez un smartphone aujourd'hui, en dehors des conditions de marché, vous êtes certain qu'il y a un marché et vous avez une certitude que les gens ont besoin d'un smartphone. Alors, je parle de besoin. Et donc, là, Simon Worley, il a analysé ça, ça fait une courbe en S. Je vais passer assez vite et il s'est dit, tiens, j'ai 4 patterns là-dedans dans le système d'évolution. Et donc, il se dit, toute chose va évoluer en passant par 4 stades d'évolution. Alors ma courbe en S, elle est mal faite, elle est plus aplatie. On passe de quelque chose qui est... Hop, je prends mon anti-sèche. On passe de quelque chose ici qui est en stade 1, en stade 2, en stade 3, en stade 4. Et donc il a donné des noms là-dessus. On passe de quelque chose qui est en genèse. C'est nouveau, c'est innovant, c'est quelque chose... C'est Docker. C'est Docker il y a 10 ans, 15 ans. Quel âge a Docker? 10 ans. On passe en quelque chose de custom. Après, on passe en produit, on passe en commodité. Vous prenez Docker, 10 ans, genèse. Personne s'en sert. Après custom, on commence à faire un peu de Docker dans son coin, etc.
Après, ça devient un produit. Docker, on est capable de l'utiliser, le documenter comme ça. Et après, ça devient une commodité. Aujourd'hui, Docker, c'est banal. C'est une commodité en français, une banalité. C'est quelque chose qui est banal. Et donc, Simon Warley se dit, voilà ma carte de Warley, voilà, j'ai ma consistance de mouvement. Tout l'ensemble des composants vont suivre cette évolution-là. Et je vais pouvoir représenter une évolution. Quand quelque chose est en genèse ici, je sais qu'il est loin d'une commodité, quel que soit le composant. Donc ici, que j'appelle ça Docker, et que j'ai une échelle de temps de 10 ans, ou que j'appelle ça automobile, voiture, et que j'ai une échelle de 100 ans, je peux quand même comparer les choses. Donc ça, c'est le système de carte de Warley. Et en fait, ce qui est formidable, et c'est pour ça que je vais insister là-dessus, oubliez la chaîne de valeur, hein, je sais que je vous ai perdu avec la chaîne de valeur, mais il faut quand même le comprendre, c'est que les... Alors vous n'arriverez pas à lire, je sais. C'était prévu. C'est que les caractéristiques d'un composant changent avec le temps. Et qu'on est capable, du coup, comme c'est une évolution, comme on sait que les choses vont passer de 1 à 2 à 3 à 4, c'est un principe de base. Tout évolue en fonction de l'offre et de la demande. Ça va forcément arriver en 4 à un moment, ou alors ça va mourir en chemin. Voilà. Mais ça va forcément passer de 1 à 4. Et donc, on a des caractéristiques qui représentent l'ensemble des chaînes de valeur. Vous voyez ici 1 ou 2. Et donc, on a par exemple, pour se repérer, nous informaticiens, un truc qui est bien, c'est les systèmes de publication. Quand on est en phase 1, ici, les systèmes de publication, ça nous décrit les merveilles d'un système. Ça nous dit à quel point c'est génial. Essayez, vous allez voir, c'est cool. Quand il passe en phase 2, on a un ensemble de publications sur Internet qui se focus sur le build, sur la construction. Comment est-ce qu'on met ça en place? Prenez Docker, là, on est vraiment comment tu le mets en place, il va tes 3 commandes, etc. En phase 3, on est sur la maintenance, les opérations, l'installation. On va vraiment évoluer. Et ici, en dernier cas, on est focus sur l'utilisabilité. On va essayer d'augmenter la marge par rapport à ça. Je reviens en arrière. Je vous ai dit en 2017, j'ai voulu monter une offre SRE et j'ai échoué. En dehors de mes compétences, j'ai dit que je ne comprenais pas la situational awareness. Et je vous ai dit qu'il y avait ce livre. J'y croyais bien, à ce livre-là. Et ce livre, vous savez ce qu'il fait? Il décrit les merveilles du SRE. Il décrit à quel point c'est vraiment génial. En 2017, le SRE, on est en stade 1 de l'évolution. C'est un système complexement exploratoire. On n'a pas encore le build, le construct, on ne sait pas comment faire. Comment vous voulez monter une offre? Allez voir des clients et leur dire « J'ai un truc formidable pour toi. C'est quoi ?» Alors, dans le meilleur des cas, je suis un peu charismatique, je te raconte à quel point c'est bien. Et alors, comment je fais? Oh bah, je ne sais pas, Google, ils font comme ça, mais on n'est pas Google. Et donc, ça ne marche pas. J'étais trop tôt. Et pourquoi le SRE, ça marche? 1 an ou 2 ans après, on arrive en phase 2, on a celui-là, le SRE Workbook. Et le SRE Workbook, c'est des feuilles, des recettes. Ils expliquent comment on construit, comment on fait du SRE. Et donc là, on était en phase 2, et là, en phase 2, ça commence à être plus simple à vendre. Donc voilà, cette théorie de l'évolution, elle va être importante parce qu'elle va nous permettre de prédire les choses. On va d'abord analyser notre paysage. On va savoir où se trouvent les choses. Et en fonction d'où se trouvent les choses, on va être capable de prendre des décisions. Aujourd'hui, Kubernetes, ma carte de Warley, la mienne, et je vais vous expliquer pourquoi je dis la mienne, par rapport à mon besoin de consultant, par rapport à mes clients, au marché que j'adresse, Kubernetes, il est là. C'est une banalité. Parce que les clients que j'adresse, l'hébergement, c'est déjà pas beaucoup visible. Et puis la gestion, la containerisation, ils en font de toute façon dans leurs applications. Ils hébergent sous Kubernetes, pour eux c'est une banalité. Et que ce soit n'importe quelle distribution, n'importe quel système, de ma fenêtre, par rapport à mon besoin sur ma chaîne de visibilité, c'est assez bas. Du coup, voilà une carte de Warley complète. C'est quoi? C'est 2 axes. C'est un truc, ça fait une demi-heure que je vous parle, 20 minutes que je vous parle pour vous raconter un truc qui a 2 axes. Une chaîne de valeur et un axe d'évolution. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? On construit sa carte. Alors, on part de ses besoins utilisateurs. Alors, le Hello World, une carte de Warley, c'est le salon de thé. Donc, je suis une personne. Et puis, j'ai besoin d'une tasse de thé. C'est un anglais, hein, Simon Warley. Qui a besoin d'eau. Qui a besoin d'eau chaude. Pardon. Qui a besoin d'eau.
L'eau, elle a besoin d'une bouilloire. Et puis, la bouilloire a besoin d'énergie. On fait sa carte de Wardley, et puis on dit, bah voilà, à peu près, là, je suis dans un système plutôt commoditaire. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on commence à se dire, je vais l'effacer celle-là, on commence à se dire qu'ici, il se passe des choses. Ici, il se passe des choses, c'est le monde des startups. Globalement, si je monte un produit super innovant pour le marché et qu'il est là, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, si je commence à faire une chaîne de valeur complète et que j'ai un truc qui est là, ce n'est pas du tout visible, je ne sais pas non plus si c'est une bonne idée. Comme les gens qui font du Kubernetes the hard way today, quoi. Enfin, Kelsey Hightower, il a fait un truc formidable. On était dans l'axe d'évolution. Il a mis un truc. Bon, quand j'ai commencé à regarder Kubernetes à l'époque, c'était bien, c'était nouveau. Après, il y a eu le Kubernetes the hard way. On était encore en stade 1-2, hein, comment on le construit. C'était vraiment génial. Les gens se sont dit ouais, go. Bon, après, on a commencé à l'optimiser. On a commencé à passer en produit. On a eu des distributions. Et maintenant, c'est une commodité. On a des services managés de Kubernetes. Et donc voilà notre cycle stratégique. Donc on a monté notre carte. On a notre paysage ici. Et une fois qu'on a notre paysage, pour prendre des décisions, il faut qu'on comprenne le climat. Le climat, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qui vont avoir une influence sur notre carte, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, je vous ai dit tout à l'heure, tout évolue en fonction de l'offre et de la demande. C'est un pattern climatique. Si vous restez chez vous, vous arrêtez, vous éteignez votre ordinateur, vous regardez dans 2 ans, bah, tout aura évolué. Que vous fassiez du Kubernetes ou pas, que vous ayez lancé une offre ou pas, vous lancez une application. Si elle fonctionne bien, si elle plaît, vous éteignez tout. Soit elle est morte, soit elle a évolué parce qu'elle a été adoptée à la demande. Il y a eu plus de demandes et les gens utilisent votre application. Et puis il y a eu plus d'offres parce qu'il s'est dit tiens, c'est un marché comme ça. C'est un pattern climatique. Il y a d'autres patterns climatiques. Mais ce qui est important de voir, c'est que les patterns climatiques, en fait, il y en a un qui est sympa, c'est que les caractéristiques changent au fur et à mesure qu'on passe l'évolution. On passe de choses qui sont chaotiques à des choses qui sont plus ordonnées. On passe des choses qui sont passionnantes à des choses qui sont évidentes. J'ai eu des discussions tout à l'heure. J'ai beaucoup de gens avec qui je parle, que je connais, avec qui on partage des passions communes, qui adorent l'innovation. Ils adorent l'innovation, ils adorent quand c'est nouveau, etc. Il y en a beaucoup comme ça. Ça veut dire que ces gens-là, ils aiment bien se trouver dans un espace exploratoire. Par rapport à l'espace industriel, où là, on va trouver des gens qui aiment bien optimiser les coûts. Je travaille en ce moment pour une entreprise qui fait beaucoup d'offshore. En Inde, ça marche très bien, l'offshore en Inde. Mais ça marche très bien, pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont super cadrées. Ils sont dans l'espace industriel, ils optimisent les coûts. Et pour optimiser les coûts, il faut standardiser. Et donc ici, on arrive avec des systèmes de standardisation. Nous, en général, on aime bien être ici dans l'espace exploratoire. Et l'agilité, que les gens adorent, l'agilité, ça marche super bien quand on est ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans quelque chose qui est... Quand on est ici, on est dans un marché qui est non défini. Alors, je sais que vous n'arrivez pas à lire non plus. Et ici, on recherche la valeur future. Donc ici, c'est le cas des startups. Les startups, ils disent « investis beaucoup. Je vais essayer des trucs. Si ça marche, t'es riche. » À la différence des gens qui sont ici, on va travailler sur le volume, on va essayer de réduire les marges, on va essayer de réduire les coûts, etc. Et donc ça, c'est les startups. Et nous, on aime bien être un peu... Alors, il y a des gens qui adorent bosser en startup, hein, c'est super, on teste, c'est chaotique. Les caractéristiques des startups, on y est, c'est un peu chaotique, c'est complètement incertain, on ne sait pas si ça va marcher. C'est rare, c'est pas forcément compris. Je fais un truc, tu verras, tu n'as pas compris, mais ça va être génial. Je fais des protéines à base de réseaux de neurones avec un renforcement. Je ne sais plus où il est. Donc, c'est super. Et après, on a le système... Ah ouais, tu es là. Et c'est vraiment génial. Donc on a ces systèmes-là. Et donc comprendre une carte, c'est comprendre l'espace de la carte. C'est comprendre ce qui se passe. Et une carte, c'est un peu un canevas. Quand on voit les patterns climatiques, on a construit sa chaîne de valeur, on a construit son élément, on a sa situational awareness, et on est capable de s'orienter, de prendre des décisions. Et donc une carte, ça sert vraiment à ça. Comprendre le paysage. Maintenant, alors, j'ai vu ton slide, Sébastien, ce matin. C'est à peu près le même, sauf que le mien est moins visible, parce que je fais le malin avec ma tablette.
c'est le paysage de la CNCF. Et là, quand je courais après la technologie pour continuer d'essayer de me vendre, je me dis, faut que je me tienne à la mode, faut que je continue de faire les technologies qui vont bien, sinon je serai plus vendable, je vais être dépassé. Et là, c'était pas comme ça à l'époque, mais on fait quoi avec ça? Et la CNCF nous dit, This landscape is intended as a map. Est-ce que vous êtes capable de vous orienter avec ça? Mais c'est ça le problème. Et aujourd'hui, pourquoi je présente ça? Parce que les systèmes de cartes de Wardley, c'est pas simple. Je vous ai un peu perdu au début, j'espère que je vous ai un peu rattrapé, en tout cas peut-être que je vous ai perdu, je suis navré. C'est pas simple. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le seul système qui, à ma connaissance, existe pour représenter un paysage qui nous permette de nous orienter. C'est le seul. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est le seul. Donc il doit exister mieux. Inventons-le, ce sera formidable. En tout cas, aujourd'hui, c'est le seul. Et aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est quand les gens à qui je parle prennent des décisions sans avoir conscience de la situation. Alors, Simon Wardley dit, évidemment, ils n'ont pas de carte. C'est normal, c'est son truc. Mais j'avoue que maintenant, à chaque fois, je fais des cartes. J'essaye de représenter un plan de situation. Alors là, je l'ai effacé, celle que j'ai faite avant, pour essayer de comprendre. Donc, je fais ma chaîne de valeurs. Comment est-ce qu'on fait une carte de Wardley? Vous l'avez compris, ce que je suis en train de vous présenter, c'est en stade 1 de l'évolution. Je vous présente les merveilles des cartes de Wardley. Je ne vous ai pas présenté comment on la construit, je ne vous ai pas présenté comment on la maintient, je ne vous ai pas présenté comment on la passe à l'échelle. D'ailleurs, à ce propos, pour comment on la maintient et comment on la passe à l'échelle, il y a ce livre-là aussi. Alors, j'ai des actions dans aucun bouquin. Il y a ce livre-là, qui est The Value Flywheel Effect, qui raconte complètement comment une boîte d'assurance s'est relevée grâce au serverless et a pris des décisions avec des cartes de Wardley. Il y a tous les niveaux dedans. Donc, je vous conseille le livre, il se lit assez bien. Donc moi, je fais des cartes de Wardley pour un peu tout. Et en fait, les cartes de Wardley, elles dépendent de notre client, de notre utilisateur. Donc il y a des cartes de Wardley au niveau stratégique. Comment je vais vendre plus de chaussettes. Il y a des cartes de Wardley en fonction des besoins. Vous êtes un système d'infrastructure. J'ai dit que Kubernetes avait pas de valeur parce qu'il était loin, mais ça dépend de où vous êtes. Si vous êtes une BU qui fait des développements, l'hébergement, il a de la valeur pour vous. Peut-être que Kubernetes en a moins. Si vous êtes un fournisseur de plateforme, alors je parle vraiment de plateforme d'hébergement, peut-être que Kubernetes, il a de la valeur parce que vous allez le faire. C'est pour ça que je dis ma carte de Wardley. Donc une carte, c'est ça. Comment on la construit? On commence par monter sa chaîne de valeur. On la fait en général en 2 étapes. On commence par monter sa chaîne de valeur. Voilà. On monte sa chaîne de valeur. Et une fois qu'on a monté sa chaîne de valeur, on discute. Est-ce que ça, c'est là? Est-ce que ça, c'est là? Est-ce que ça, c'est plutôt là? Et on discute. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on fait une carte, ici, alors là, c'est petite, alors c'est pas un SWOT, mais les illustrations, je les ai faites faire par Dali et ChatGPT, et quand je lui ai dit de faire un SWOT, il a fait ça. Donc bon, c'était suffisant pour moi. Un SWOT, c'est pas un organe de décision, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que quand on fait un SWOT, le SWOT, c'est un diagramme, c'est un outil de consultant hors sol, qui dit on va faire un SWOT, on va définir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Mais forcément, c'est archi biaisé parce qu'on fait dire à un SWOT ce qu'on a envie de lui faire dire. Et donc, à partir de... J'aime pas les SWOT. Voilà, tout consultant que je suis, je n'aime pas les SWOT. Je trouve que ce système... si j'ai envie de dire que c'est bien, il y a plein de forces et plein d'opportunités. Et pour le même truc, si j'ai envie de dire que c'est nul, il y aura plein de faiblesses et plein de menaces. Et vous savez ce qui se passe quand on fait un SWOT ou quand on a une discussion? On challenge l'histoire. Et quand on challenge l'histoire, à travers l'histoire, on challenge la personne qui raconte l'histoire. Et du coup, on rentre dans des jeux politiques. Quand on fait une carte, et je vous ai dit comment on construit une carte, on fait sa chaîne de valeurs, et après on place l'axe d'évolution, on construit la carte ensemble et on challenge la carte. Alors bon, ici, évidemment, parce que Dali, quand je lui ai dit des gens autour d'une carte de Wardley, il m'a fait une carte. Bon, mais bon, on va imaginer que c'est une carte de Wardley. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'avais pas fait un... Non, j'ai viré. Ok. Je l'avais effacé, la carte. Ils font la carte et donc on challenge. Il dit, ah bah non, ce composant-là, il est plus à droite, ce composant-là, il est plus à gauche, il est plus en genèse dans notre système, etc.
Et là, du coup, vous challengez la carte, vous ne challengez plus les personnes. Et vous arrivez à un alignement. Vous avez votre paysage et après, vous pouvez prendre des décisions. Ça semble trivial, mais vraiment, c'est beaucoup mieux qu'une décision prise par quelqu'un de très charismatique qui va nous imposer quelque chose. Donc faites des cartes, mais faites des cartes pour vous et faites des cartes ensemble. Parce que là, j'ai 2-3 petits trucs à vous donner sur les cartes. Si vous faites une carte tout seul, c'est votre carte. Parce que tous les modèles sont faux, certains sont utiles. C'est un modèle. Votre carte, elle n'a pas la vérité. Une carte, c'est une approximation d'une vérité. C'est quelque chose qui est de facto faux. Vous prenez une carte de France, elle est fausse, sauf si elle a la taille de la France. Là, elle sera exacte dans le détail. Donc c'est une approximation. Si vous faites votre carte, c'est votre carte à vous. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour dire, vous pouvez prendre vos décisions, mais vous ne pouvez pas dire, voilà ce qui représente notre paysage, voici nos décisions. Non, ce sont vos décisions, c'est votre carte. Donc idéalement, une carte est un outil collaboratif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est assez difficile quand on commence à faire des cartes, et je vous dis faites-en vraiment, parce que ça ne prend pas grand-chose. Vous prenez une feuille, un tableau blanc, une remarkable, vous faites une carte, vous posez des trucs, ça ne vous coûte rien et ça vous amène à réfléchir. C'est que le voyage, il est aussi intéressant que la destination. Parce que vos premières cartes, elles vont aller à la poubelle. De toute façon, les suivantes aussi et plein d'autres aussi. Mais ce qui est intéressant quand vous discutez d'une carte, la vôtre ou avec des collègues, ce n'est pas forcément le résultat de votre carte, c'est tout ce qui va émerger de vos discussions. Tout ce qui va commencer à dire « Non, non, mais attends, j'ai encore eu l'exemple hier, je discutais avec un collègue. Je l'ai dit, je suis prestataire de service, on essaye d'analyser notre marché. Et donc, on essayait de poser une carte pour comprendre. Et là, il me dit, non, mais je pense qu'il nous manque un étage ici par rapport à ça, la vision. Et ça, je pense que l'agilité. Voilà, l'exemple d'hier, c'était l'agilité. J'ai dit, mais l'agilité, c'est une commodité. J'ai même posté un article là-dessus. J'ai dit, l'agilité, aujourd'hui, c'est une commodité parce que c'est quelque chose qui est complètement accepté. C'est quelque chose qui a évolué, ça fonctionne bien. Au début, on a eu des méthodes agiles et innovantes, et après, on est arrivé ici. Puis aujourd'hui, l'agilité, c'est une commodité. Et là, mon collègue m'a challengé, il m'a dit non, non, les méthodes agiles, Scrum, c'est une commodité. Kanban, c'est une commodité. L'agilité, c'est toujours pas le mainstream, parce qu'il y a plein de gens qui appliquent des méthodes et qui sont toujours pas agiles. L'agilité, c'est toujours pas une banalité. Les méthodes, etc., c'est un terme. Voilà un exemple de challenge. Voilà ce qui peut arriver d'une carte. Notre carte, à la fin, poubelle. Mais rien que le fait de se dire, ah oui, quand je vais voir un client qui me dit je fais de l'agilité, il fait peut-être des méthodes, mais il fait peut-être pas d'agilité. Ça a beaucoup de valeur pour les gens. Et, et le dernier point, alors je vous ai dit faites des cartes, je vous ai dit faites-en à plusieurs. Et j'ai oublié mon dernier point, mais je pense que c'était le deuxième. Et donc, par rapport à ça, moi, je fais des cartes tout le temps. Il va nous rester juste 3-4 minutes pour les questions. Je vais vous montrer, alors, pour le côté geek de la chose, comme je reste un geek aussi, et puis que je suis jaloux, Seb, il a fait des démos ce matin. Moi, j'en voulais une aussi. J'ai fait en fait, comme il faut faire des cartes avec des gens, et que moi, j'ai pas toujours des gens à faire des cartes, parce que le problème, c'est que là, je vous raconte, etc. J'ai envie d'en faire avec vous. Puis ça se trouve, vous allez sortir, vous allez faire son truc. Et quand je vous appelais, je fais on fait une carte ensemble, ça serait vachement sympa et tout. À faire oui, mais là je peux pas. Donc du coup j'ai un nouvel ami, ma femme qui me charrie avec ça, qui me dit tu sais que tu vas devenir complètement asocial parce que tous les trucs, tu parles avec ton ami ChatGPT. Donc du coup comme j'ai fait un SDK en Go pour faire des cartes de Wordley parce que je fais du Go et parce que j'aime ça. Et ça aussi on peut en parler si vous voulez. Mais j'ai fait avec mon SDK en Go, j'ai dit tiens je peux essayer ce que c'est un plugin et du coup, je peux lui demander, alors si draw me the evolution of Kubernetes. Je lui demande pas please. Et waiting. Ah, c'est Internet. Ah non, je suis en 4G. Voilà, je recharge. Voilà, donc du coup, vous ne verrez pas la démo. Bon, le Wi-Fi ne marche plus. J'espère que vous n'en aviez pas besoin. À moins que ce soit mon poste.
Bon voilà, bah, j'ai un plugin ChatGPT que vous ne verrez pas et qui me permet, quand je lui ai demandé de discuter de l'évolution de Kubernetes, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il connaît déjà, il a lu le livre, il a lu tous les livres et ça c'est cool. Donc je lui dis, tiens, tu connais Warley, je voudrais discuter de l'évolution, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Mais comme je vous ai dit qu'une carte de Warley, c'était un système de challenge où on plaçait les choses, donc là je voulais vous montrer, ah, c'est peut-être arrivé, hein. Draw me the evolution of Kubernetes. Alors normalement, ouais, mais c'est ChatGPT, non, ça marche pas Internet. En plus, c'est quoi ce i? Your connection to this site is... Il y a quelqu'un qui a hacké ChatGPT. Un man in the middle. Ok, ah, c'est bon. Hop, bon, toujours pas. Vous ne l'aurez pas, définitivement. Waiting. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, oui, c'est intéressant. C'est la discussion qu'on peut avoir avec ChatGPT sur une carte en disant bah, tiens, j'ai ce système-là, qu'est-ce que tu en penses? La chaîne de valeur, est-ce que tu penses que ça a plus de valeur? Et en fait, il ne nous donne pas de réponse. Ce truc, il ne nous donne jamais de réponse. Enfin, ou alors, s'il nous donne des réponses, il faut vraiment les prendre avec tellement de pincettes. Par contre, il nous aide à faire émerger le système. Et là, alors, le plugin, c'est pour le fun. Hein. Je ne m'en sers pas vraiment. Mais à la fin, il nous donne le truc. Il dit ah ouais, tiens, c'est pas mal. Et j'ai réfléchi. Ça, je peux peut-être investir. Ça, j'en suis où du stade d'évolution? Quand je vais voir mon système, ah tiens, j'en suis où? La CNCF, ce système-là, c'est quoi? Bah, c'est un système global qui est là. C'est vachement mature, c'est pas mature, etc. Donc voilà, vu que mon chat GPT ne marche pas, ce que je voulais vous raconter pour les cartes de Warley. Alors, ça ici, dans le QR code, ça, pour le coup, c'est putaclic, c'est encore plus putaclic que mon titre. C'est 3 articles que j'ai écrits sur les cartes de Warley. Alors, le premier, c'est « Devriez-vous lire cet article sur les cartes de Warley ?» qui reprend à peu près tout ce que je viens de vous raconter. Le second est un deep dive dans la théorie de l'évolution, qui explique plus dans le détail ce que c'est. Le dernier, c'est un exemple. C'est un exemple qui parle de l'agilité, justement, et du Shopify Calculator. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Moi, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, les gens disaient le Shopify Calculator, c'est Shopify qui a mis un plugin dans ses systèmes de réunion qui compte l'argent dépensé dans les réunions. Et donc, les gens se disent « Oh, c'est génial !» et tout. Et j'ai dit « Ouais, mais ça dépend du contexte. Autant quand on est dans un espace industriel, c'est vachement intéressant parce qu'on a trop de réunionites. Autant quand on est dans l'exploratoire, on a besoin de se réunir, on a besoin de discuter des choses. Et donc, comme on est à la recherche de valeurs futures, c'est absolument pas la peine de compter l'argent qu'on a, parce que, ok, on peut compter combien on a investi, mais vu qu'on est dans la recherche de valeurs futures, ça vaut pas le coup. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est une carte de Warley, c'est l'occasion d'écrire un article. Et du coup, bah, voilà, je pense que j'ai terminé, c'est tout pour moi, et si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. Et vous n'avez pas de questions. Je vous ai tué. Je pense à vous tous que j'ai recrutés dans la salle, là, je suis désolé. Ouais, je peux t'exporter le PDF avec ce que je viens de griffonner, sans problème. La value chain, ouais, c'est vraiment... Ah, le value flywheel effect. Tiens, vas-y, prends-le en photo. Ce sera plus sûr. Vas-y. Ouais. C'est une super bonne question. Merci de l'avoir posée. Parce que moi, dans mon métier, là où j'aime intervenir, et je disais que j'ai plein de copains qui aiment bien, moi je suis plutôt dans l'innovation, j'aime bien travailler sur des applications qui vont aider à apporter un avantage concurrentiel aux entreprises. Ouais. Alors, ça dépend du niveau, si tu veux décomposer ce que tu as. Il y a des gens dans la salle avec qui j'ai travaillé, avec qui on a joué avec des noyaux Linux par le passé. Je t'assure que ça vaut pas le coup. Voilà. Voilà. Et je prends l'exemple de Kubernetes et Hardware. Tu peux suivre le tutoriel parce que c'est super intéressant. C'est comme le Linux from scratch que j'ai adoré faire pendant un moment, ou le FreeBSD que j'utilisais quand j'étais gamin. C'est génial. Ça va t'apprendre plein de trucs. Tu les mettras pas en pratique dans ton métier. Enfin, tu les mets...
peut-être. Si tu trouves un métier où tu le mets en pratique, c'est cool, vas-y, fonce, si ça te plaît. Mais... D'autres questions? Faites des cartes. Hein. Je ne vous ai pas super donné envie de faire des cartes, mais je vais venir en faire avec vous. Moi, c'est un plaisir. Il y a une communauté, j'adore ça. Bon. Eh bien, merci. Je laisse la place à Manu.